Alors aujourd'hui, je vous partage le système complet qu'on a mis en place avec Arnaud pour avoir les meilleurs résultats possibles à plus de 50 ans et arriver à passer du physique de gauche au physique de droite. Donc, pour le contexte, on avait déjà pour Arnaud des habitudes qui étaient bien ancrées, il s'entraînait déjà, il mangeait correctement, et il y avait vraiment cette volonté-là d'avoir le meilleur physique possible, mais il lui manquait un système, une structure pour pouvoir y arriver, tout en prenant en compte les problématiques qui s'imposent avec le fait d'avoir plus de 50 ans, le fait d'avoir un rythme de vie chargé, de pas spécialement pouvoir se permettre de passer plus de temps à la salle. Et pour ça, on a mis en place un système complet qui repose sur trois axes: le métabolisme, optimiser l'entraînement et optimiser la récupération. Alors, pour pouvoir poser un petit peu les bases, il faut savoir que forcément, à plus de 50 ans, et même dans tous les cas de manière générale, si votre corps fonctionne un peu au ralenti, qui manque de certaines choses, vous n'allez pas pouvoir perdre du gras et prendre du muscle le plus efficacement possible. Donc, pour essayer dans un premier temps de pallier à ça, on va dire déguiser la hache avant de commencer à couper l'arbre, on a dû aiguiser un petit peu le métabolisme. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté ses protéines, on est passé d'un taux qui était relativement moyen à un taux qui était vraiment haut, 2,2 grammes par kilo de poids de corps, simplement parce que, première chose, un taux de protéines élevé même à 50 ans n'impacte pas négativement la fonction rénale. Je vous laisse regarder une méta-analyse de 2018 qui correspond à ça. Deuxièmement, pareil, à cet âge-là, la capacité de synthèse des protéines diminue de manière assez significative. Donc, pour avoir la même assimilation que peut-être 30 ans en arrière, il fallait qu'on ait un taux relativement haut. La deuxième chose sur laquelle on a joué, et ça vaut à tout âge, c'est sur le timing des nutriments. Optimiser la sensibilité à l'insuline. Quand vous ingérez des glucides, et particulièrement des glucides rapides, vous avez une réponse qui est liée à l'insuline, et plus on stimule cette réponse-là, plus on peut créer une résistance à l'insuline, ce qui ne sera pas bénéfique pour votre quotidien, c'est du coup la cause du diabète, et c'est ce qui va vous limiter dans votre capacité à perdre du gras et à prendre muscle, surtout avec l'âge, mais on a même des bénéfices à prendre ça en étant relativement jeune. Donc, pour se permettre d'augmenter cette sensibilité-là, le timing des nutriments et plus précisément le timing des glucides a été vraiment important. On a fait en sorte d'avoir la journée protéines, lipides, fibres, donc avec légumes et fruits en priorité. Et autour de la séance, c'est là où on plaçait vraiment les glucides pour favoriser la progression musculaire, minimiser la prise de gras et même du coup dans les phases de déficit maximiser cette perte de gras là et faire en sorte que son corps puisse fonctionner le mieux possible. À côté de ça, on avait l'aspect de la micronutrition, donc toujours dans cette optique d'optimiser un peu le métabolisme. On a fait en sorte d'avoir tout ce qu'il nous fallait en termes de vitamines et de minéraux pour le bon fonctionnement du corps. Magnésium, zinc, vitamine D, trois éléments qui sont extrêmement bas chez la plupart de la population. La plupart des gens, honnêtement, n'en ont pas assez dans leur alimentation, et même en faisant en sorte d'essayer de faire attention, de manger équilibré, c'est très difficile d'avoir des taux suffisants sur ces minéraux en particulier. La complémentation a été de mise du coup pour ces minéraux-là, parce que le magnésium, il va nous aider dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps, il va nous aider dans tout ce qui est la contraction et le relâchement musculaire, va aider à la gestion du stress et avoir un bon sommeil, à justement la sensibilité à l'insuline et énormément d'autres choses. Le zinc, ça va être hyper important pour tout ce qui est synthèse des protéines, système hormonal, système immunitaire, donc pareil, surtout pas négliger. Et la vitamine D, pareil, énormément d'importance pour tout ce qui touche à la synthèse des protéines, le système hormonal, et même sur l'oxydation des graisses, donc la bonne capacité de votre corps à pouvoir perdre du gras. Alors, une fois qu'on avait posé ces bases-là, l'idée c'était de pouvoir créer un plan alimentaire qui allait nous permettre de matcher ça, les protéines, la micronutrition, mais aussi de pouvoir matcher ce qu'on appelle l'adhérence, donc faire en sorte d'avoir un plan qui puisse tenir malgré l'emploi du temps qui était difficile, dans le sens où il nous fallait suffisamment d'options pour pouvoir se permettre d'avoir du choix, d'avoir de la variété et ne pas se lasser, mais il nous fallait aussi des options qui soient suffisamment simples pour qu'ils puissent facilement consommer
les mêmes calories et avoir son quota de macros tous les jours de la semaine. Donc, le meal prep a été très utile pour ça. Le fait de préparer ses repas à l'avance, prendre une journée pour avoir plusieurs jours de prêt, au moins voir les sources de protéines de prêt, au moins avoir une bonne poêlée de légumes par exemple, pour pouvoir l'emporter au travail. L'organisation sur l'alimentation, c'est vraiment la clé de la réussite. Comme ça, on était sûr que on n'allait pas avoir ce souci sur la nutrition. On n'aurait jamais pu faire cette transformation si tout ça n'était pas pris en compte, qu'on n'avait pas le plan de base et on n'avait pas l'organisation pour pouvoir faire respecter ce plan. Une fois qu'on avait fait des premières semaines de ce plan-là, l'idée c'était de pouvoir continuer d'ajuster, d'optimiser l'alimentation. Donc pour ça, on a eu un très bon outil, on a suivi toute son alimentation sur une appli pour traquer vitamines, minéraux qui s'appelle Chronometer. Je vous incite vraiment à l'installer. Moi, ça me permettait d'avoir en fait tout simplement le résumé de tous ces apports et en fonction des manquements, de lui proposer des recettes et des aliments qu'il allait pouvoir mettre en place pour combler ces manquements-là. Un aliment, une collation qui a vraiment été très utile, c'est le mug cake chocolat protéiné. Simplement parce que ça nous permettait d'avoir un peu le post-workout idéal, réconfortant, protéiné, avec suffisamment peu de lipides pour que la digestion soit rapide, et d'avoir suffisamment de glucides pour pas avoir le gros coup de barre après et l'empêcher d'être productif au travail. Ça se faisait rapidement, c'est bas en cal, c'est haut en prot, c'est pour ça que je l'ai mis spécifiquement ici. Ça fait partie des choses que je propose dans mon accompagnement, de pouvoir créer des recettes en fonction de vos goûts, de vos envies, qui matchent la micronutrition et qui sont facilement organisables dans la semaine et qu'on peut facilement préparer pour pouvoir les faire très souvent. Forcément, si on a une recette qui matche tout ça mais qui demande 2 heures de cuisine, c'est pas l'idéal. Alors, que je me perde pas. Ensuite, sur l'optimisation de l'entraînement. Donc, comment on passe de quelqu'un qui s'entraîne plusieurs fois par semaine correctement aux yeux de la plupart des gens à quelqu'un qui s'entraîne vraiment pour avoir une transformation physique. Et ça passe par plusieurs phases. La première phase, ça a été de revoir le choix des exercices et l'exécution des exercices. Donc on a vraiment pris un temps pour tester, trouver les exos qui matchaient vraiment bien, qui lui permettaient d'avoir une grosse tension mécanique, que j'ai marqué ici, sur le muscle qu'on voulait cibler, qui n'engendrait pas de douleur, ou dans le cas où à un moment donné ça pouvait engendrer des douleurs, changer la structure de l'exercice pour pouvoir toujours avoir des exercices sur lesquels ils puissent progresser sur le muscle ciblé et sans douleur. Des exercices auxquels ils puissent adhérer et les machines soient disponibles. Ça peut paraître tout con comme critère, mais quand on avait testé d'avoir du développé couché à la Smith Machine, à 18 heures dans un Basic Fit, c'est très compliqué de pouvoir répéter régulièrement cet exercice sans devoir attendre que la meuf qui est sur la Smith Machine ait fini ses 12 séries de 3 exos dessus. Donc c'était un très bon exo, seulement on ne pouvait pas le faire suffisamment régulièrement, donc on a plutôt opté pour, à un moment donné, une convergente chest press qui était plus facilement disponible, ou en tout cas sur laquelle c'était plus facile d'alterner, même si, pour le coup, par rapport à la machine qui était disponible, je préférais la Space Machine. L'optimal, c'est aussi ce qui est optimal en fonction de votre temps, de vos disponibilités. Si, avec la convergente chest press, on peut avoir une séance, par exemple une séance haut du corps, qui est faite en 1 heure, qui puisse rentrer, se reposer, préparer ses repas, passer un petit peu du temps aussi dans sa soirée pour se relaxer et avoir d'autres activités, ça me plaisait plus comme option et ça lui plaisait plus comme option plutôt que du coup de passer 45 minutes de plus à sa séance à juste attendre une machine, rentrer dans le speed, manger sur le pouce et devoir aller directement faire la routine du lendemain et un peu se sentir prisonnier de ça. Donc voilà, tout ce qui est optimal pour les exercices, ça dépend quand même de nombreux facteurs. Phase numéro 2, une fois qu'on avait le bon choix des exercices, qu'on avait mis en place une bonne exécution pour cibler les muscles qu'on voulait cibler, c'est ce qui a fait énormément de différence. La capacité à bien cibler les pectoraux, comme on peut le voir, a créé une très légère augmentation du volume des pectoraux. Là, on a vraiment une grosse évolution en travaillant vraiment le placement. Ça fera, je pense, l'objet d'une vidéo à part, parce que sinon j'en ai encore pour 3 heures.
Intensification. Donc, une fois qu'on avait ces bons exos, il fallait que ça soit efficient. Alors, la clé, ça a été au fur et à mesure de vraiment s'entraîner à repousser ses limites. C'est pas toujours évident d'aller chercher des séries où on va vraiment à l'échec, mais plus on le fait, plus on prend l'habitude de le faire, plus ça devient un automatisme. Donc, avec le même nombre de séries, on les a rendues de plus en plus efficaces, simplement en allant plus loin dans l'effort. Et en plus de créer des bénéfices physiologiques, d'avoir une prise de muscle accrue en allant à proximité de l'échec, il y a aussi de nombreux bénéfices psychologiques. Sentiment d'accomplissement, les hormones un peu de bien-être qui vont être déclenchées suite à un effort intense comme ça. Je vous invite vraiment à prendre le temps de filmer vos séries, regarder de manière objective l'intensité que vous imitez pour pouvoir travailler dessus. Et la phase numéro 3, on a les bons exos, ils sont bien exécutés, ils ont une bonne intensité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en termes de volume et de spécificité par rapport à ce volume-là? Dans le sens où, sur les muscles qu'on voulait vraiment accentuer, qu'ils voulaient vraiment accentuer, on a pu y mettre une priorité en les mettant tôt dans la séance et en ayant un volume d'entraînement supérieur dessus, c'est-à-dire plus de séries allouées à ces muscles-là dans la semaine. Et au fur et à mesure du temps, on a fait différentes phases où on s'est concentré sur certains groupes musculaires. Parce qu'il faut savoir que si vous voulez avoir les meilleurs résultats possibles, on ne peut pas avoir les meilleurs résultats possibles sur tous les groupes musculaires en même temps. Il faut avoir des priorités. Ça peut être des priorités personnelles. Ok, là, il n'y a pas d'objectif de compétition. C'est vraiment son ressenti à lui. Il n'avait pas spécialement envie d'avoir des énormes jambes, mais par contre, les pecs, les épaules et le dos, on voulait vraiment pouvoir y mettre l'accent et avoir un physique esthétique. Ok, c'est vraiment ce qu'on a pu focus du coup, et là, on a pu se concentrer au fur et à mesure du temps. Pour faire en sorte d'accumuler suffisamment de volume là où on voulait l'accumuler, on a dû faire certaines techniques pour que son entraînement reste relativement court et concis. L'avantage, on va dire petit astérix, c'est qu'il a une bonne capacité cardio déjà, qu'on a aussi entraîné au fur et à mesure du temps, mais ça nous a permis d'utiliser des formats comme les supersets ou les trisets. J'ai mis un petit exemple ici. Chest fly machine, pull-up, donc traction et élévation latérale avec une technique d'intensification qui était les myo-reps ici. En un temps vraiment record, ça nous permettait d'avoir un stimulus pour les pecs, pour le dos, pour le faisceau médial du deltoïde, qui étaient les focus, sans avoir d'interférence majeure entre ces exercices-là. On travaille les pectoraux, mais sans fatiguer les muscles nécessaires pour être efficient sur les tractions, sans fatiguer les muscles nécessaires pour faire les élévations latérales. Alors on pourrait dire que les épaules vont souffrir un petit peu de ces deux mouvements-là, mais là on est plus sur le faisceau antérieur et ici postérieur, donc le faisceau médial, avec un minimum de repos entre ces exercices. Tout de même, c'était pas un enchaînement ultra rapide entre les exos. Ça nous permettait d'accumuler une grosse intensité et un gros volume dans un temps record. Et croyez-moi, même si c'est des choses qui sont plus à la mode aujourd'hui, même si on préfère les exercices sur banc à la poulie unilatérale guidée, à un moment donné, il faut qu'on puisse accumuler suffisamment de volume et d'intensité, et c'est exactement le genre de technique qui marche vraiment bien si les exos sont maîtrisés, sont adaptés à vous et que ça a été fait de manière évolutive sur le temps. Voilà pour ça. Alors, on a vu un petit peu donc la partie entraînement. La dernière grosse partie sur le plan de base, ça a été sur tout ce qui est l'aspect récupération. Donc, si vous voulez avoir les meilleurs résultats possibles, il faut prendre en compte cet aspect-là comme tous les autres aspects. En général, c'est ok, je vais faire attention à mon alimentation, je vais compter mes cales, je vais faire des bonnes séances avec un programme que j'ai pu soit faire par moi-même, soit que j'ai trouvé sur Insta TikTok. Et bon, par contre, le sommeil, c'est quand je peux et voilà, on voit ce qui se passe. Non, il faut vraiment traiter ça, la phase de récupération, comme une part du plan vraiment entière. Donc, ça passe par plusieurs choses, ça passe par les habitudes quotidiennes. Là, c'est un peu voilà, couche-toi tôt, limite les écrans, tout ce que tout le monde sait, essaye de pas stresser, blablabla. Mais par contre, on a quand même des stratégies concrètes qu'on peut mettre en place sur les compléments.
Là, typiquement, niveau stress et sommeil, par rapport au travail et, on va dire, à la vie à côté, c'était pas toujours ça. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour ça? Une routine de complément pour le sommeil, mélatonine, magnésium. On a testé d'autres choses et on peut d'ailleurs encore tester d'autres choses comme le GABA, la théanine, la mélatonine par phase, s'il y a des difficultés sur l'endormissement. Sur le plus long terme, pour la récupération, ça se traite aussi sur des phases de long terme. Vous ne pouvez pas avoir un entraînement qui est constamment en train d'évoluer. Il y a un moment donné où il faut faire un pas en arrière pour faire deux pas en avant, comme on dit. Donc, quand on avait une grosse phase de déficit, un jour dans la semaine, de plus en plus régulièrement, on a placé un jour de refeed. Augmenter les glucides pour remplir les réserves de glycogène, envoyer le message à son corps que c'est pas la famine, que tout va bien, on peut continuer à perdre du gras, et faire en sorte de prévenir les adaptations métaboliques qui pourraient arriver, où le corps devient un peu plus flemmard et léthargique, et aussi les adaptations inconscientes qui peuvent être amenées par un long déficit. Ceux qui ont fait un déficit assez prolongé savent qu'au bout d'un moment, on passe d'un état où on a de l'énergie à un état de ouais, bon, allez, je vais à la salle, allez, voilà. On est beaucoup plus mou et c'est vraiment difficile de pouvoir continuer à avoir ce comportement assez énergique. On devient un peu flemmard et parfois sans s'en rendre compte. Donc ce refill-là, il y a des fois des phases de maintien, donc on reste aux calories de maintenance, permet de prévenir ce genre de choses et c'est vraiment ce qui nous a permis d'avoir une évolution sans avoir de phase de stagnation, pardon, ou de phase de plateau. Donc, la partie 2, très rapidement, c'est simple, une fois qu'on a ce plan-là, on a le GPS, on sait où on veut aller, on part de Strasbourg, on veut aller à Nice, peut-être qu'il y aura des embûches, peut-être qu'il y aura des travaux, peut-être qu'il y aura des bouchons, on a des choses à mettre en place pendant le trajet pour pouvoir être sûr de toujours progresser de la manière la plus efficiente possible. Un plan qui est optimal, il l'est à un moment T. Mais si à un moment donné, euh, il en a marre de certains aliments, il en a marre de certaines séances, on a une douleur qui s'installe sur un exercice, bah, le plan qu'on avait de base, il est plus optimal, donc il faut l'ajuster. Et comme on l'ajuste, on fait un suivi des données, on collecte des infos sur le poids, sur ses macros, sur le sommeil. Pourquoi il n'y a rien? Parce que ça, on le faisait plus via le check-in, qui est une autre feuille où on a différentes questions auxquelles il répond. Sur les séances, sur la durée des séances, sur les courbatures, sur le nombre de pas, sur la digestion, le stress et la faim. On a plein de données qu'on peut collecter. On n'est pas obligé de tout collecter tout le temps, mais ça nous permet, sur les choses les plus importantes, de pouvoir rebondir et améliorer le plan. On a un jour où les protes sont vraiment basses. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as anticipé cette journée? Et moi, je te donne des solutions pour que tu puisses te préparer de manière encore plus efficiente. Ok, on a les séances ici. On voit que la séance jambes, elle est relativement longue. Ça, c'était semaine 1. Hein. C'était voilà, au début là, de la phase de sèche. Donc, vous voyez par rapport à la date, c'était assez tôt. Et ça nous a permis au fur et à mesure du temps de peaufiner les choses pour faire en sorte que le plan soit le plus adapté à lui en fonction des journées et des semaines. Donc, à retenir, on va remonter un petit peu. Si l'on voulait faire la meilleure transformation possible, ne partez pas tête baissée dans un programme hardcore et une diète stricte pour y arriver. Prenez le temps, que ça soit avec un coach, et c'est ce que je vous recommande à 300%. Si j'avais pris un coach dès le début de mon entraînement, j'aurais, je pense, à titre personnel, fait la même transformation en 2 à 3 fois moins de temps. Parce que ça va vous éviter un nombre d'erreurs incalculables auxquelles on n'aurait même pas pensé. Comme dit, quand on part de soi-même, on va penser aux calories, on va penser à comment on va pouvoir organiser son split, à quelle séance faire, ah tiens, machin il a dit que ça c'était le meilleur exopec, alors je vais le faire. Mais ça ne permet pas d'avoir tous les petits boulons pour régler le système. En général, on a un peu les grosses parties, mais on n'a pas tous les axes du rouage qui vont faire que tout fonctionne correctement ensemble. Ok, on sait que ça va être bien de manger des protéines et des glucides, mais quelle source de prot? Quelle source de glucides? Quand les manger? En quelle quantité? Comment le faire évoluer en fonction de la semaine? Comment faire si mon poids stagne? Comment faire si j'ai du mal à digérer? Comment faire si je me sens fatigué?
Voilà, il y a plein de choses qu'il va falloir adapter. Et pareil pour l'entraînement. On s'entraîne et il y a des parties qui vont répondre facilement. Ok, je suis en train d'entraîner mes triceps, je fais des extensions triceps. Bon, en général, ça marche, c'est difficile de se tromper. Par contre, comment on va pouvoir développer les dorsaux? Ok, il faut que je fasse du tirage, mais je fais du tirage et je sors pas mes dorsaux et je prends pas des dorsaux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, est-ce que tu as mis des sangles de tirage? Est-ce que tu as les coudes proches du corps? Il y a beaucoup de choses vraiment à prendre en compte. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer déjà un petit peu ça, ce plan de base. Et j'aimerais bien faire des vidéos après pour pouvoir détailler chaque séance, détailler plus amplement ses stratégies, toujours dans l'optique d'avoir les meilleurs résultats possibles. Parce que si on va à la salle, si on prend le temps de faire cette up, bah, c'est pas pour stagner. Donc à un moment donné, je trouve ça vraiment important de pouvoir avoir accès à ce genre d'informations et idéalement à des bonnes informations. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Pour tous ceux qui veulent vraiment transformer leur physique, avoir les meilleurs résultats possibles, qui sont déjà investis mais qui veulent vraiment être sûrs d'avoir un plan qui fonctionne à 300%, vous pouvez directement réserver un appel via le lien dans ma bio. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout et on se dit à une prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.